Et maintenant, le collège va aller à Aubervilliers avec Carlo Sola, qui va nous évoquer cette aventure remarquable créée par Carlo, Jacques Ralit et Jacques Glowinski. Merci. Messieurs les administrateurs, chère famille Glowinski, mesdames, messieurs, chers collègues, je commence directement par une citation d'un texte de Jacques, qui est peut-être le dernier qu'il a écrit et qui fait le résumé de cette expérience. Cette idée, c'est-à-dire les conférences du lundi à Aubervilliers, m'avait enthousiasmé. Elle bousculait les habitudes du collège. Elle contribuait de façon très originale à notre politique d'ouverture et à l'une de nos missions, qui est de favoriser la diffusion des connaissances en s'adressant à divers publics en France ou à l'étranger. Ce projet était aussi complémentaire de celui que j'avais envisagé avec Pierre Bourdieu quelques années auparavant, et qui, malheureusement, n'avait pu aboutir. L'objectif était de créer dans notre station Marcellin Berthelot de Meudon un institut sur la ville destiné à tirer parti des expériences des dirigeants des villes de divers pays européens confrontés aux difficultés économiques et sociales de certains de leurs banlieues. C'est le texte qu'il a écrit en 2018 pour l'hommage à Jacques Ralit que nous verrons vendredi de cette semaine. Et donc j'ai appris en 2018, quand les choses avaient eu une autre continuation à Moulins, quelle était finalement l'idée de fond qui avait animé cet accueil enthousiaste de la part de Jacques Glowinski de ce projet. Dans la continuation de ce texte, il souligne son idée à lui, c'est-à-dire le fait que le collège doit promouvoir de façon collective, on l'a dit, et originale les missions du collège. C'est un terme qui lui était cher, l'idée de mission du collège. En effet, je crois qu'au fond de son engagement, qui n'était pas facile, je dirais quelques mots à ce sujet, il y avait l'idée de responsabilité, de restituer à la société le privilège d'être au Collège de France. C'est l'une des choses, des éléments plus constants dans sa réflexion. Nous avons eu un privilège, il faut restituer. Et l'autre, on l'a déjà dit, mais ça comportait des conséquences concrètes. Il voulait absolument que ce projet passe à l'Assemblée des professeurs afin qu'il y ait une corresponsabilité collective. Il était incertain entre l'idée d'une année confiée à la responsabilité de la chaire, parce que les chaires avaient leur autonomie, ou l'idée d'investir l'Assemblée. C'est ce qu'il a fait en me demandant néanmoins de venir, vous voyez là, le sens de l'institution, de venir au moins avec, je dirais, l'appui de 2 membres honoraires avec leur autorité pour montrer que ça avait des racines. Et il s'agissait précisément d'André Miquel et de Jean-Pierre Vernant. Ce qui a fait du reste qu'il y a eu une accélération dans ce projet, parce que Jean-Pierre Vernant nous a dit à un moment où il fallait décider quand le projet aurait été présenté, écoutez, moi je suis partant, mais je n'ai que 6 mois de vie, donc dépêchez-vous, autrement vous n'aurez pas ma conférence. Ce qui a donné comme résultat, puisqu'il s'agissait d'Aubervilliers, qu'il fallait commencer avec un auteur ou un mythe qui était proche d'une partie des habitants, de commencer avec les 1001 nuits, ce qui a donné comme résultat, vous voyez, la force
je dirais, de l'utopie, de commencer un lundi de Pentecôte, qui est totalement férié depuis toujours. Mais il fallait commencer pour donner un signe, et André Miquel acceptait de parler un lundi de Pentecôte, suivi au mois d'octobre, précisément par la conférence de Jean-Pierre Vernant, que nous verrons en extrait vendredi. La force de l'utopie, je crois qu'il faut vraiment le dire. Personne n'aurait misé un sou sur une journée du mois de juin avec une chaleur épouvantable et un jour férié, pourtant ce fut un immense succès. Deuxièmement, la priorité qu'il donnait aux jeunes et à l'enseignement. Et il était convaincu de ce projet justement parce qu'il y avait un proviseur et 2 enseignants de philosophie, dont l'une est présente ce soir, qui s'engageaient à porter ces conférences dans leur programme scolaire. Pas un aparté à l'après-midi, mais il fallait après travailler tous les jours sur les auteurs ou sur les thèmes que nous avions choisis. Cette priorité à l'enseignement secondaire aux jeunes arrivait jusqu'au détail. Il avait essayé d'avoir un partenariat avec les proviseurs du lycée Henri IV et Louis le Grand ici autour. Et quand j'ai été nommé, le premier élément qu'il m'a proposé, il m'a dit « Est-ce que vous avez des préférences pour votre enseignement ?» J'ai dit « Non, je suis à votre disposition. » Eh bien, ce sera le mercredi après-midi parce que c'est un jour où les enseignants sont plus libres. Et donc, vous ferez cours, et il m'a laissé choisir l'heure. Voilà. Mais pour le reste, c'était le cours pour éventuellement être utile aux enseignants. Et troisième point, je dirais que cette expérience, je parle de ce que Jacques a fait dans ce projet. Nous verrons vendredi tout ce qu'il a partagé. C'était un exemple vivant de cette je dirais, convivialité, où il n'y a vraiment pas d'autre différence entre les citoyens que le rôle de chacun pour le bien commun. Mais je dirais que pour lui, c'était aussi l'application et l'expérimentation d'un modèle de recherche qui eut son accomplissement dans ce volume, le cerveau architecte, qui a été déjà cité plusieurs fois, et dont je ne lirai qu'un passage qui me semble vraiment représenter l'esprit de la recherche, mais aussi le caractère de Jacques, en utilisant un terme qu'il cite et qui n'a pas encore été évoqué, même si était présent dans toutes nos contributions. Le vaste réseau énergétique est constitué de plusieurs familles de réseaux spécifiques, plus ou moins vastes, en interaction constante avec les réseaux exécutifs et régulateurs. C'est ce qui vient d'être dit. Mais ce qui est important, c'est la force qu'il donnait à cet adjectif énergétique. Ces réseaux spécifiques sont continuellement sollicités par les habitants. Ce n'est pas un modèle abstrait, son terme préféré, c'était une société humaine où les habitants contribuent constamment au changement. Et leur énumération et leurs fonctions viennent immédiatement à l'esprit, et puis une série d'exemples qui montrent la compétence au détail. Distribution de l'électricité, de l'eau et du gaz, des télécommunications, du chauffage urbain, de la climatisation. Il s'agit aussi du réseau complexe des canalisations ou des égouts, récoltant les eaux usées ou encore des systèmes de récolte et de traitement des déchets solides, pour ne citer que des exemples les plus patents. Eh bien, dans ce modèle énergétique, je crois qu'il avait surtout une grande capacité de dépenser ces énergies. La générosité était aussi vraiment une manière de mettre au service ces énergies. Et puis, dans ce texte, il y a des passages qui montrent, un jour, j'essaierai de voir sa bibliothèque, peut-être que tout jeune il avait lu ou eu un résumé parce qu'il décrit exactement comme ça le fonctionnement de nos communautés
Passages de Milan de Michel Butor de 1954, où il est question précisément de tout ce qui se passe dans un immeuble aux différents étages, à l'intérieur des familles, dans les croisements des escaliers, dans les lieux communautaires, etc. Et puis, dernier point qui m'a impressionné vraiment, c'est la capacité de savoir terminer. Je dis honnêtement que Jacques nous a imposé de terminer cette expérience quand elle était à son sommet pour plusieurs raisons. À l'époque, on n'avait pas encore eu la chance de savoir qu'il y aurait eu une continuation. Mais ça, à mon sens, était dû à deux éléments. Le premier, un élément de mesure. Il savait que désormais, il y aurait eu un héritier fondamental, c'est-à-dire le campus Condorcet. Du reste, Claudine Joseph a assuré avec Marie-Hélène Lévy les conférences, la suite des conférences à Aubervilliers et puis les conférences du campus Condorcet. Il avait une idée tellement, je dirais, forte de la fidélité aux fonctions de l'État qu'il a dit, bien, nous avons été des pionniers, maintenant il y aura l'institution. Et il avait la conscience aussi qu'une petite institution, belle, importante, mais petite, comme la nôtre, n'aurait pas pu tenir, et il ne voulait pas non plus être concurrent du campus. Donc il fallait absolument terminer, il fallait terminer dans la plénitude, et ça c'est l'aspect public. Mais il y a aussi, je crois, un aspect personnel. Il avait l'esprit du pionnier. On l'a évoqué. Il aimait commencer et porter jusqu'au bout, mais comme c'était des choses qui ne lui appartenaient pas, mais qui appartenaient plutôt à la communauté, aux citoyens, il pensait devoir défricher, devoir commencer d'autres terrains. Et en effet, tout de suite après, avec Philippe Koryski, a commencé l'expérience de Résolis. Il fallait savoir terminer. Je crois que c'est l'une des grandes leçons de Jacques Glowinski. Ce qui reste, je le dis, le campus Condorcet, avec la réalité qui a voulu dire, par exemple, pour Aubervilliers, une station de métro en plus, donc une possibilité de rejoindre la capitale plus facilement. Les lundis et puis les jeudis à Moulins, dont nous parlera tout à l'heure Pierre-André Périssol, mais je dirais surtout, c'est le troisième terme que je voudrais employer pour dire que Jacques est toujours là, une conscience d'avenir. Il n'était pas quelqu'un qui pensait à l'avenir comme à un espoir, comme un mythe, non, comme un terme de conscience et de responsabilité. Et là, vraiment, nous sommes tous reconnaissants. Il nous a bâti l'avenir et c'est à nous de le sauvegarder et de le développer.